Elle est comme un cheval de trait, facile à maîtriser, mon mari s'est moqué de moi devant toute la cour. Le juge l'a regardé et a dit, ce cheval de trait possède votre maison, votre entreprise et votre destin. La salle est devenue silencieuse. La première fois que j'ai franchi le seuil de la demeure sur la butte Montmartre, j'ai eu le souffle coupé. Les parquets brillaient comme des miroirs, les moulures s'étiraient au-dessus de ma tête et à travers les fenêtres cintrées, Paris ressemblait à une ville faite juste pour nous. Antoine avait choisi l'endroit lui-même, et je me souviens avoir pensé à quel point j'étais chanceuse qu'il veuille construire une vie avec moi ici, mais même alors, quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de bienvenue, pas de chaleur dans sa voix lorsqu'il m'a tendu les clés, il a juste dit, mieux vaut ne pas accrocher ces tableaux bizarres dans les pièces principales. J'ai ri. Je l'ai toujours fait à cette époque, je me disais que c'était sa manière, brusque et fière, élevée par une femme qui mesurait la valeur de soi en points décimaux, Madame Bernard, ma belle-mère. Dirigeait les cercles sociaux de la capitale comme une reine sur un trône qu'elle n'avait jamais gagné mais qu'elle gardait férocement. Elle m'a rencontré à la porte d'entrée avec une coupe de champagne que je n'avais pas demandé et un sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux, vous vous y habituerez, ma chère. Dit-elle en faisant un geste vers le grand escalier, Antoine a toujours eu une vision, ne vous mettez pas en travers et vous irez très bien. C'était là son accueil, et je l'ai accepté. Je me suis dit que ce n'était que du trac, que les Bernard étaient juste différents de ma famille qui avait bâti sa vie sur la patience et le compromis, pas sur l'héritage et le levier. Antoine m'a donné une chambre d'angle à l'étage, disait-il, pour que ce soit mon atelier, mais il a été clair que personne de l'extérieur ne verrait jamais ce que je peignais. Que cela ne faisait pas partie de la marque Bernard. Il appelait mon travail, pittoresque, un passe-temps, quelque chose pour m'empêcher de passer trop de temps à faire du shopping. Chaque mois. Il virait un montant fixe sur mon compte personnel, comme une allocation pour un enfant. J'ai arrêté de demander plus après la deuxième dispute. Vous êtes comme une bête de somme, Élise. M'a-t-il dit un soir, après que j'ai demandé si je pouvais investir dans une galerie en centre-ville. Vous ne vous plaignez pas, vous ne demandez pas grand-chose et vous restez à votre place. C'est ce dont j'ai besoin, pas d'une fichue visionnaire. Je me souviens l'avoir regardé par-dessus l'îlot en marbre de notre cuisine. Celui que je n'avais pas le droit de décorer sans en discuter avec Madame Bernard. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais je l'ai avalé, je l'ai toujours fait. C'est juste comme ça qu'il parle, me suis-je dit, il ne le pense pas. Mais au fil du temps, j'ai arrêté de croire cela. De tels mots ne viennent pas de nulle part. Ils viennent de la conviction, et la conviction, surtout lorsqu'elle est enveloppée d'argent et de pouvoir, devient concrète. Madame Bernard le renforçait à chaque occasion. Elle passait sans prévenir, son parfum emplissant les couloirs comme un avertissement. Si je portais un jean, elle haussait un sourcil, si je cuisinais quelque chose de trop simple. Elle suggérait un traiteur pour la prochaine fois, et si je mentionnais mon art, elle changeait de sujet plus vite qu'Antoine ne pouvait étouffer mes questions sur l'entreprise. Cette maison est à Antoine, m'a-t-elle dit une fois au brunch, même si j'avais organisé et préparé tout le repas, elle est à son nom, bien sûr. C'est juste comme ça que sont gérés les biens de famille, sans offense ma chère, mais c'est pour cela que vous avez épousé un homme de bonne famille. J'ai souri à travers tout. Mais à l'intérieur, quelque chose de froid a commencé à s'installer. Pas de la colère, pas encore. Juste une douleur qui grandissait chaque fois que quelqu'un parlait de ma vie comme si elle leur appartenait, chaque fois qu'Antoine achetait quelque chose de nouveau pour lui-même sans demander. Pendant que je calculais si je pouvais commander plus de peinture. J'ai continué à peindre de toute façon, la nuit. Après que tout le monde se soit couché ou soit parti pour des dîners caritatifs auxquels je n'étais jamais invité. Je peignais en silence. Entouré du bourdonnement d'une maison qui ne m'a jamais vraiment semblé être la mienne. Je ne montrais à personne ce que je faisais, pas encore. À cette époque. Je pensais encore pouvoir gagner ma place ici, que si je jouais le rôle assez longtemps, si j'étais assez silencieuse, assez agréable, assez reconnaissante. Il me verrait comme plus que la fille qui a eu de la chance. Je me trompais, mais il me faudrait des années pour arrêter d'essayer. Un matin, peu après notre 3e anniversaire. J'ai trouvé Madame Bernard dirigeant des déménageurs pour réorganiser les meubles que j'avais choisis pour la suite d'invités. On ne m'avait pas dit qu'elle venait. Elle m'a tendu un échantillon de tissu fleuri et a dit, je pense à un ton plus doux ici, quelque chose de plus Bernard. Je n'ai pas discuté.
Je n'ai pas dit que j'avais passé des semaines à rechercher la conception de cette pièce, essayant de la rendre accueillante pour des invités que nous n'avons jamais eus. J'ai juste hoché la tête et je suis parti. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé la porte de mon petit atelier et j'ai regardé la toile inachevée sur le chevalet. C'était censé être un champ de chevaux sauvages, mais tout ce que je pouvais voir maintenant était une seule figure au centre, un cheval, oui, mais chargé, fatigué, les yeux creux. J'ai pris un pinceau et j'ai recommencé. La peinture a saigné lourdement ce jour-là, plus sombre que prévu, et quelque part profondément dans ma poitrine, j'ai senti quelque chose changer, pas fort. Pas avec le feu, juste un pliage silencieux, une douce décision. S'ils allaient me traiter comme une bête de somme, j'apprendrais à tirer plus qu'ils n'auraient jamais imaginé. La plupart des jours. La maison ressemblait à un décor de scène, après que tout le monde soit parti, immobile et organisé, dépouillé de toute chaleur. Antoine voyageait toujours. Toujours à la poursuite d'une autre affaire, d'une autre acquisition pour Bernard et associés. S'il était à la maison, c'était juste assez longtemps pour jeter sa veste sur le bras du canapé. Parcourir son téléphone pendant que j'essayais d'engager une conversation légère et de m'endormir sans me poser de questions. Parfois, il ne rentrait pas du tout. Il m'envoyait un SMS depuis l'aéroport, peut-être un bref, désolé, réunion terminée, restant près du site. Madame Bernard comblait le silence en son absence. Elle passait sans prévenir 3. Parfois 4 fois par semaine, elle avait sa propre clé, elle déplaçait des oreillers, remplaçait des rideaux, ajustait des vases, engageait des gens pour refaire le paysage sans me le dire. Quand je lui ai gentiment demandé de me consulter d'abord, elle m'a lancé le regard que j'avais appris à connaître trop bien. Celui qui disait qu'elle me trouvait amusante d'une manière légèrement offensante. Élise, m'a-t-elle dit une fois en feuilletant un livre de tissu, c'est une maison Bernard. Elle a besoin de l'œil d'une Bernard, ne le prenez pas personnellement, vous vous débrouillez magnifiquement avec les fleurs. Elle parvenait toujours à faire sa condescendance ressembler à un compliment, et moi, comme une idiote, j'essayais toujours de lui plaire. Avant d'épouser Antoine. J'avais travaillé comme conceptrice UX pour une start-up technologique à San Diego. J'adorais ça, j'adorais résoudre des problèmes, créer de la clarté dans le chaos. Mon équipe me respectait. Mes idées comptaient et j'avais bâti une petite réputation mais croissante dans le domaine. Mais quand Antoine a proposé, il a suggéré que je prenne un congé du monde de la technologie. A dit que ce serait un meilleur look pour la famille Bernard si sa femme se concentrait sur des activités plus élevées. Je me souviens de la façon dont il l'a dit, comme s'il m'offrait un cadeau. Je me souviens avoir dit oui, même si quelque chose en moi murmurait non. J'ai démissionné, j'ai déménagé à Paris, j'ai rangé mon portfolio et je me suis dit que j'améliorais ma situation. Que le mariage, la stabilité, l'héritage, tous ces grands mots valaient plus que du code et des sprints de conception alimentés par le café. Mais lentement. J'ai commencé à réaliser que j'avais disparu. J'ai passé des semaines sans qu'on m'appelle par mon nom. Madame Bernard m'appelait, ma chère, ou, ma chérie, ou ne s'adressait pas du tout à moi. Antoine utilisait rarement mon nom, sauf s'il était agacé. J'avais l'impression de regarder ma propre vie depuis le coin éloigné d'une pièce, floue et silencieuse. J'ai arrêté de me regarder dans le miroir, arrêté de me maquiller, arrêté de vérifier mes emails, personne ne m'écrivait de toute façon. Une nuit. Après que Antoine ait annulé le dîner pour la 3e fois cette semaine-là et que Madame Bernard m'ait envoyé un décorateur pour refaire la salle de bain d'invités sans prévenir. Je me suis assise par terre dans la pièce du studio. J'ai regardé mes vieux carnets de croquis, la plupart d'entre eux étaient restés intacts depuis notre emménagement. Mes doigts ont plané sur la tranche de l'un d'eux avant que je ne le tire sur mes genoux et que je ne le tourne vers une page blanche. Le crayon était d'abord maladroit. Mes lignes étaient tremblantes, incertaines, comme une langue que je parlais autrefois mais que j'avais oubliée. Mais ensuite, quelque chose a cliqué. J'ai commencé à esquisser sans réfléchir. Les formes se transformaient en ombres, les ombres en figures. À minuit, j'avais rempli la moitié du livre, mes mains étaient engourdies, mais ma poitrine se sentait plus légère. Le lendemain matin. J'ai commandé une tablette numérique sous un nom d'invité et je l'ai fait livrer à la porte de derrière. J'ai dit au personnel que c'était pour un ami qui venait passer la nuit. Personne n'a posé de questions. Ce soir-là, j'ai téléchargé un logiciel, réactivé un ancien compte que j'utilisais à l'université et créé un nouveau profil sans aucun lien avec mon vrai nom. Je l'ai appelé Astro Wilder, cela ressemblait à quelqu'un qui appartenait à un autre monde.
J'ai créé silencieusement, chaque nuit, je montais les escaliers une fois la maison rendue immobile. Je m'asseyais à la tablette avec des écouteurs et je laissais le silence me guider. Je dessinais des versions de moi-même que je ne reconnaissais pas, des femmes avec des ailes. Des visages faits de verre brisé, des chevaux sauvages courant à travers le feu. Je les postais anonymement, sans biographie, sans visage, juste de l'art. Au début, personne ne remarquait. Quelques likes, un ou deux reposts. Mais ensuite, un collectionneur a contacté, il voulait acheter une de mes pièces. Je pensais que c'était une arnaque, je n'ai pas répondu pendant 2 jours. Puis ils ont envoyé une offre formelle par une plateforme officielle, avec un compte vérifié et un dépôt joint, 10 000 € pour une seule pièce. J'ai regardé l'écran pendant ce qui a semblé être 1 heure, mes mains tremblaient alors que j'acceptais. J'ai envoyé les fichiers. Traité la transaction et regardé l'argent atterrir sur un compte que j'avais mis en place des mois plus tôt, plus par instinct que par plan. Quand cela a été dédouané. Je me suis assise et j'ai pleuré, pas de joie exactement, même pas de soulagement, mais de reconnaissance. Quelqu'un là-bas avait vu quelque chose que j'avais fait et pensait que ça valait quelque chose. Il ne connaissait pas mon nom, mon visage, mon lien avec un quelconque héritage, juste l'art. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, je suis resté allongé dans mon lit à regarder le plafond pendant qu'Antoine dormait à côté de moi, ronflant légèrement. Son visage paisible et intact par le doute. Je me suis tourné une fois pour le regarder, me demandant comment nous en étions arrivés là. Comment j'avais pu me réduire si petit pour rentrer dans son monde. Je ne le détestais pas encore, je ne savais juste plus qui il était, ni qui j'étais avec lui. Le lendemain matin. J'ai fait des œufs et du pain grillé comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. J'avais goûté à quelque chose que je n'avais pas goûté depuis des années, la liberté. Ce n'avait pas toujours été un conte de fées, même avant le mariage, il y avait des fissures que j'avais essayé de colmater avec l'espoir et des excuses. Quand Antoine a d'abord abordé la question du contrat de mariage, il l'a fait pendant le dîner, dans un restaurant de steak du centre de Paris. Il m'a tendu un dossier entre les plats. Comme s'il s'agissait d'un menu. C'est standard, a-t-il dit, me regardant à peine, juste des trucs légaux, ma mère a insisté pour que vous fassiez ça correctement. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai regardé les papiers, survolant les paragraphes denses. Tout y était biaisé, pas de propriété commune des biens. Pas de droit sur la maison dans laquelle nous allions vivre, pas de part dans la croissance de l'entreprise, peu importe combien de temps nous resterions mariés. Cela décrivait une allocation. Le mot apparaissait effectivement par écrit, comme si j'étais adopté. J'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas montré, pas alors. J'ai pris le dossier chez moi et je l'ai regardé pendant des heures, incapable de dormir. Le lendemain matin, j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. Maître Malcolm Dubois avait été le plus proche ami de mon père avant le décès de papa. Il me connaissait depuis mes 10 ans, m'envoyait des cartes d'anniversaire chaque année. Même après que nous ayons perdu contact. C'était un avocat, vif et subtil, avec un esprit qui bougeait comme l'eau à travers la pierre. Quand je lui ai parlé de ce qu'Antoine m'avait donné. Il n'a pas réagi tout de suite. Vous voulez le signer, a-t-il demandé doucement. Je ne sais pas, ai-je dit. Je pense que je n'ai pas le choix. Il a été silencieux un moment, puis a dit. Vous avez toujours le choix, Élise, même si vous pensez que non. Il a examiné l'accord ce soir-là, puis m'a rappelé. C'est une forteresse, a-t-il dit. Mais il y a une chose à laquelle il n'a pas pensé, si vous apportez des actifs dans le mariage, ou si vous gagnez quelque chose indépendamment pendant, c'est toujours à vous. Si nous l'articulons correctement, nous pouvons rédiger un addendum en silence. Il ne le remarquera même pas, à moins qu'il ne lise chaque page, et s'il le fait. Alors vous saurez exactement quel genre d'homme vous épousez. J'ai hésité. Malcolm n'a pas insisté. Il m'a envoyé le document révisé avec l'addendum inclus. C'était simple, juste 2 pages. Il indiquait que tous les biens acquis par mon travail créatif ou professionnel personnel resteraient exclusivement miens. C'était juste, à peine un bouclier. Mais suffisant pour que quelqu'un comme moi puisse s'y appuyer si tout allait mal. J'ai rendu les papiers à Antoine quelques jours plus tard. Il les a à peine regardés avant de les envoyer à l'avocat de sa famille. Madame Bernard m'a envoyé un bouquet de roses blanches le lendemain avec une note disant « Bienvenue dans l'héritage Bernard. » J'ai gardé la carte de Malcolm rangée au fond de mon portefeuille, juste au cas où.
Après notre mariage, j'ai joué le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. J'ai souri aux collectes de fonds, j'ai appris à converser sur des choses qui ne m'intéressaient pas, je me suis habillé de manière appropriée, j'ai écouté plus que je n'ai parlé. Mais je n'ai jamais oublié ce que j'avais signé. Au fil du temps, j'ai développé des habitudes qui semblaient ordinaires de l'extérieur, mais qui étaient ancrées dans la préparation. J'ai gardé des registres de tout, chaque reçu, chaque facture, chaque transaction d'Antoine à laquelle j'avais accès. S'il mentionnait une transaction commerciale, je la notais. Si Madame Bernard me donnait des instructions, je les suivais, puis je notais l'heure, la date et les détails dans un petit carnet que je gardais caché dans un livre creux sur l'étagère. Email, journaux d'appel, relevés bancaires, je ne savais pas exactement ce que je rassemblais au début, juste que cela me semblait nécessaire. Antoine remarquait rarement, il était toujours occupé. Toujours au téléphone, volant vers Lyon, Marseille, Bordeaux, chassant les chiffres, les partenaires et les réunions. Il ne se demandait jamais où j'étais ou ce que je faisais. Tant que le dîner était chaud et que la maison restait parfaite. Un après-midi, 6 mois après le mariage, je lui ai demandé un compte joint, juste une suggestion, ai-je dit. Quelque chose que nous pourrions tous deux accéder pour la maison, pour les vacances, les urgences. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Vous avez votre allocation, n'est-ce pas? Ce mot encore. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas montré. J'ai juste hoché la tête et je suis retourné nettoyer le comptoir qui était déjà impeccable. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom uniquement. Je l'ai relié à l'email que j'avais créé pour Astro Wilder. Je me suis assuré qu'il n'était lié à rien d'autre. Quand j'ai fait ma première vente numérique 2 ans plus tard, j'ai transféré les fonds sur ce compte. 10 000 €, puis 15 000, puis 32 000. Les chiffres grimpaient lentement puis régulièrement. J'ai vendu à des collectionneurs à Tokyo, Berlin, New York. J'ai négocié des licences avec des producteurs de musique. Signé des contrats avec de petites entreprises de jeux recherchant des visuels évocateurs, le tout sous Astro Wilder. Chaque euro était enregistré, copié, imprimé et stocké. J'ai acheté des disques durs externes, des sauvegardes cryptées, j'ai même envoyé des copies à une boîte postale louée à Bordeaux. Je n'étais pas paranoïaque, j'étais précise. Pour le monde? J'étais toujours Élise Bernard, la femme silencieuse d'un magnate de l'immobilier, celle qui préparait un thé parfait et souriait au bon moment. Pour Madame Bernard. J'étais toujours juste chanceuse d'être incluse. Mais derrière cette image soignée, quelque chose d'entièrement différent se déroulait, une vie qui m'appartenait seule. Un corps de travail qui ne portait aucun nom de famille, aucune obligation sociale, aucun héritage, mais le mien. Il y avait des jours où j'avais l'impression de vivre 2 vies distinctes. Le matin, j'arrangeais les fleurs que Madame Bernard m'envoyait du marché, je planifiais les menus des dîners que Antoine manquerait probablement. Le soir, je créais des mondes. Je dessinais des choses qui me faisaient peur, me donnaient du pouvoir, des choses que je ne pouvais pas dire à voix haute. Je regardais mes abonnés anonymes croître. Je regardais la valeur de mon travail grimper à chaque repost, chaque critique, chaque message silencieux d'admiration de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Elles ne savaient pas qui j'étais, mais elles me voyaient, et cela faisait une différence. Une nuit, Antoine est rentré d'un voyage d'1 semaine à Londres. Il avait l'air fatigué, énervé. Nous devons parler des dépenses, a-t-il dit, jetant son sac sur le canapé et desserrant sa cravate. La facture de chauffage était ridicule le mois dernier et vous dépensez de l'argent pour l'épicerie comme si nous étions 6 dans la maison. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Il m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des semaines. Vous m'écoutez? J'ai souri doucement, toujours. Puis je me suis excusé. Je suis monté à l'étage et j'ai fermé la porte du studio derrière moi. L'écran brillait d'un message d'un agent londonien. Il voulait présenter Astro Wilder dans une exposition numérique à venir. L'offre comprenait une commission à 5 chiffres et les droits de diffusion mondiaux. J'ai regardé le message, mes doigts tremblaient. Puis j'ai ouvert le carnet du livre creux et j'ai écrit la date. L'heure, les détails. Si c'était un jeu, j'avais arrêté de jouer en défense. Je l'ai regardé plus attentivement après cette nuit. Pas avec suspicion exactement, pas au début. C'était plus comme de la curiosité, comme si j'étudiais un animal qui avait toujours circulé dans et hors de la maison sans beaucoup d'attention.
Mais maintenant je voulais comprendre le schéma de ses mouvements. L'emploi du temps de voyage d'Antoine était devenu plus erratique. Il était à Biarritz toutes les 2 semaines. Parfois pendant 2 ou 3 nuits, et les raisons changeaient à chaque fois, inspection de site, réunion d'investisseurs, partenariat stratégique. Les mots ne signifiaient rien. Je hochais la tête à travers eux, souriais quand il m'embrassait la joue en partant, et écrivais chaque détail dans le carnet noir que je gardais caché derrière le miroir de mon studio. Un soir, après qu'il soit parti pour ce qu'il a appelé une réunion de dernière minute à Toulouse, j'ai vérifié notre tableau de bord financier partagé. Il ne savait pas que j'avais toujours accès. Il pensait qu'il m'avait bloqué 1 an plus tôt quand il avait tout transféré à un nouveau conseiller. Mais j'avais appris il y a longtemps à garder quelques portes numériques ouvertes. Je n'ai pas trouvé Toulouse, j'ai trouvé Biarritz. Un virement de 1,6 million d'euros. Le destinataire était une société de gestion immobilière basée à Hendaye. Le champ mémo indiquait « dépôt de construction » et le compte source n'était pas l'un des principaux comptes Bernard et Associés, c'était une filiale que je ne reconnaissais pas. Qui n'existait que depuis 7 mois. J'ai tout copié, capture d'écran, horodatage, numéro de routage. J'ai retracé la SARL à travers une chaîne de sociétés de portefeuille jusqu'à ce que j'atterrisse sur un nom qui m'a asséché la gorge, Sienna Martin. Je l'avais rencontrée une fois. Une blonde d'une 30aine d'années aux ongles rouges et à la voix de sirop. C'était la nouvelle assistante exécutive d'Antoine, embauchée à peine 6 mois plus tôt. Je me souviens de la façon dont elle m'a serré la main lors d'un événement caritatif, de la façon dont elle a souri à Antoine comme s'il partageait une blague privée. Il est brillant. M'a-t-elle dit en touchant son bras un peu trop longtemps, je n'ai jamais rencontré personne avec une telle vision. Et j'avais souri comme je le faisais toujours. Et je me suis excusé pour aller voir la vente aux enchères silencieuses. Maintenant, son nom était lié à un pantouse à Biarritz enregistré auprès d'une société écran liée aux affaires d'Antoine. Je n'avais pas besoin de deviner ce que cela signifiait. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié, ni pleuré, ni fait mes valises. Je suis remonté. J'ai ouvert ma tablette et j'ai commencé à dessiner. Cette nuit-là, j'ai créé une pièce que j'ai appelée « Le Gouffre ». Elle montrait 2 falaises séparées par le feu. Avec une femme se tenant d'un côté, son visage à moitié dans l'ombre. Je l'ai postée à minuit, et au matin, elle avait été achetée par un collectionneur à Berlin pour 47 000 €. C'était la première fois que j'achetais une de mes propres pièces. C'était étrange au début, l'auto-négociation, l'inflation artificielle, mais je ne le faisais pas pour arnaquer qui que ce soit. Je jouais à un jeu qui avait été truqué contre moi depuis le début. Si Antoine pouvait détourner de l'argent par le biais de sociétés écrans, alors je pouvais aussi le faire. S'il pouvait faire de Sienna une dépense cachée, je pouvais faire d'Astro Wilder une marque. J'ai créé plusieurs portefeuilles, chacun enregistré sous un alias différent. Chacun approvisionné avec juste assez de TH pour qu'ils aient l'air légitimes. J'ai acheté quelques pièces à des prix montants, puis j'ai laissé d'autres se joindre à l'attention. Elle a grandi rapidement. Le monde de l'art aime le mystère. Qui est Astro Wilder? Est-ce une IA, un collectif, un fantôme? Non. Personne n'a deviné que c'était la femme silencieuse d'Antoine Bernard, cachée dans un manoir sur la butte Montmartre, créant des flammes numériques à partir de sa rage. Plus je vendais, plus les offres arrivaient, licences, merchandising, invitations à des expositions NFT exclusives. J'ai refusé la plupart d'entre elles, je ne voulais pas être visible, pas encore. Mais je gardais chaque email, chaque contrat, chaque preuve de transaction. J'avais de l'argent maintenant, de l'argent réel, plus que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai donc officiellement lancé Astrofund. C'était un véhicule d'investissement boutique conçu pour soutenir les artistes numériques émergents. En réalité, c'était un pare-feu. Un endroit pour stocker mes revenus sous un nom que personne ne reliait à moi. Je l'ai enregistré dans le Delaware. J'ai engagé une société de New York pour gérer la structure juridique et j'ai ouvert un compte de courtage privé avec les premiers 200 000 €. J'ai acheté des actions technologiques. Avec les 500 000 suivants, j'ai commencé à acquérir des actions silencieuses de Bernard et Associés par le biais de sociétés mandataires, rien d'assez important pour déclencher des alertes. Juste des petits morceaux, des éclats, personne ne remarquait. Pourquoi le ferait-il? J'étais toujours Élise.
Toujours la femme qui organisait les arrangements floraux et les brunchs et remerciait le chef pour la restauration que Madame Bernard commandait dans mon dos. Antoine ne me voyait plus. Il levait à peine les yeux quand j'entrais dans la pièce. Son téléphone était toujours dans sa main, son ordinateur portable ouvert. Sa voix était vive quand il parlait au personnel mais paresseuse quand il me parlait. « Vous passez trop de temps à l'étage », a-t-il dit une fois en sirotant du cognac. « Vous devriez sortir davantage, faire quelque chose d'utile. »« Je travaille sur quelque chose », ai-je dit. Il a ri. « S'il vous plaît, ne me dites pas que vous jouez encore avec cette tablette. » Je n'ai rien dit, je suis juste parti. Une semaine plus tard, j'ai vendu une pièce intitulée « Enchaîné » pour 350 000 € à un collectionneur de Singapour. C'était une pièce sombre, avec des bords déchiquetés et une lumière incandescente. Elle a fait le tour de tous les blogs d'art ce mois-là. L'un d'eux l'a même qualifié de « chef-d'œuvre de la rage féminine moderne ». J'ai pris cet argent et j'ai acheté une participation plus importante dans la société qui gérait les contrats de fournisseurs de Bernard et Associés. À la fin du trimestre, j'avais le contrôle de 2 de leurs sous-traitants préférés, le tout sur papier, légal. Il m'avait fallu près de 10 ans, mais j'avais bâti quelque chose de réel, pas seulement une marque d'art. Une position, un bouclier, une arme. Je ne savais pas encore comment je l'utiliserais, mais je savais que le moment approchait. Il est arrivé un samedi après-midi. Paré de flûtes à champagne et de rires faux. Madame Bernard avait organisé une autre garden party. Du genre où personne ne mange vraiment les canapés et où tout le monde se dispute pour savoir qui racontera l'histoire de vacances la plus exclusive. La maison bourdonnait de fleuristes et de serveurs avant midi. On ne m'a pas demandé d'aider, juste attendu que je flotte et que je souris comme l'ornement silencieux de l'hôtesse. Je portais une robe bleu pâle, simple coton, sans étiquette, sans structure. Je l'avais choisie parce que j'aimais ce qu'elle faisait sentir contre ma peau, pas comment elle paraissait sur les photos. C'était ma première erreur, apparemment. Madame Bernard m'a accueilli au pied du grand escalier comme un conservateur dévoilant une œuvre d'art peu impressionnante. « Vous portez ça ?» a-t-elle demandé, sa voix trop douce, trop publique. J'ai hoché la tête, c'est confortable. Elle m'a donné ce sourire à lèvres pincées qu'elle réservait au personnel d'attente et aux ex-belles-filles. Restez près des orchidées, ma chère, elle pourrait avoir besoin de compagnie. J'ai retenu mon souffle et je suis sorti. Le jardin ressemblait à une photo de magazine. Des guirlandes de lumière blanche s'arquaient entre les cerisiers et les tables recouvertes de lin luisaient de cristal. Les femmes que Madame Bernard avait collectionnées au fil des ans. Des mondaines retraitées, des présidentes de conseil, des épouses de magnats de la technologie, formaient déjà des groupes, tenant des cocktails et des histoires affûtées comme des couteaux. Je me suis déplacé silencieusement comme toujours, j'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai dit les bonnes choses, jusqu'à ce que l'une d'elles se tourne vers moi, ses yeux balayant ma robe. « Aumont » a-t-elle dit avec une inclinaison de tête, la voix portant juste assez fort pour que le groupe l'entende, j'ai failli te demander de me resservir un verre de vin. Tu ressembles à l'aide qui essaie des vêtements de dame. Le rire a suivi, le genre qui pique davantage parce qu'il est masqué par la politesse. J'ai senti mon cou brûler. J'ai croisé ses yeux et j'ai souri finement. Ça doit être l'éclairage. Madame Bernard a aussi ri, un rire franc qu'elle donnait rarement même à Antoine. C'est ce qui a fait changer quelque chose en moi pour de bon, pas l'insulte, pas le rire, mais le fait que Madame Bernard en jouissait, qu'elle voulait m'humilier. Dans son esprit. Je n'étais pas seulement en dessous d'elle, j'étais jetable. Je suis resté encore 1 heure, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais qu'elle voie que je ne s'y irais pas. J'ai traversé la foule, offrant des commentaires polis sur les centres de table et les prévisions météorologiques. Et j'ai pris des instantanés manteaux de chaque visage qui me regardait comme si j'étais un meuble avec une tâche qu'ils n'avaient pas autorisée. Au coucher du soleil. Les invités étaient partis et Madame Bernard était à l'intérieur, revoyant les arrangements floraux pour un gala à venir. Je suis monté à l'étage, j'ai enlevé la robe bleue. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai rangée au fond de mon placard. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appelé Malcolm. C'est le moment, ai-je dit. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire, il a juste dit « Je suis prêt ». Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un bureau tranquille au-dessus d'une librairie à Montmartre. Malcolm avait déjà rédigé les documents, une nouvelle série d'acquisitions silencieuses acheminées par Astrofund et un groupe d'investissement tiers qu'il avait aidé à établir.
L'objectif était clair, obtenir le contrôle des 3 sociétés fournisseurs sur lesquelles Bernard et associés comptaient le plus. Cela ne me donnerait pas le titre d'Antoine. Mais cela me donnerait du pouvoir, le genre qui ne peut pas être retiré par une signature. Nous pouvons finaliser cela dans les 3 semaines. A dit Malcolm en faisant glisser les papiers sur le bureau, mais une fois que cela sera en mouvement, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai signé. Je suis sorti de ce bâtiment en me sentant plus grande que je ne l'avais été depuis des années. L'air était vif, net, plein de mouvement. Je ne survivais plus, je déplaçais le sol sous eux. De retour à la maison, Antoine n'a rien remarqué. Il venait de rentrer d'un autre voyage à Biarritz et se plaignait d'un réfrigérateur à vin cassé. J'ai pris note de la confirmation de livraison d'un cadeau que Sienna avait signé, une montre en argent, 14 000 €, facturée à un compte de dépenses d'entreprise intitulé « Rétention client ». Ce soir-là, j'ai peint une nouvelle pièce. C'était différent de tout ce que j'avais fait auparavant, audacieuse, déchiquetée, pulsant de chaleur. Je l'ai appelée « l'étalon ». Elle s'est vendue en moins de 6 heures pour 190 000 €. L'acheteur était anonyme, mais j'ai reconnu leur identifiant crypté. Ils avaient acheté 3 autres pièces sous différents alias. J'ai créé un dossier nommé « Levier » et j'y ai placé toute la documentation, transfert d'actifs, vente d'œuvres d'art, mouvement de fonds, acquisition de sociétés écrans. J'ai fait des copies. J'en ai téléchargé une sur un disque crypté, j'en ai posté une autre à une boîte postale sous un nom que personne ne connaissait. Le lendemain matin, Madame Bernard a appelé pour demander si j'allais aider à un déjeuner pour la femme d'un sénateur en visite. Je ne suis pas disponible, ai-je dit. Elle a fait une pause. Quelque chose ne va pas? J'ai souri en regardant l'email confirmant notre dernière acquisition de fournisseurs, pas du tout. Pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de mentir. Je ne faisais plus semblant d'être ce dont ils avaient besoin. Je construisais une sortie, pas le genre avec des larmes et des cartons, mais avec des documents et des capitaux propres. Laissez-les penser que j'étais toujours la leur. Bientôt, ils ont appris la différence entre posséder une maison et posséder le sol sur lequel elle se tient. Le palais de justice sentait le désinfectant au citron et le vieux bois. Les caméras bordaient les marches à l'extérieur, les voix fredonnaient dans les microphones. Les noms chuchotaient avec une excitation contenue. Le divorce d'Antoine Bernard avait fait la une des journaux au moment où j'ai déposé la plainte, non pas parce que quelqu'un se souciait de moi, mais parce qu'Antoine était le visage d'un empire de développement de plusieurs millions d'euros et que le scandale faisait un bon spectacle. J'ai marché, vêtu de noir, sans bijoux, sans maquillage. Les cheveux tirés en arrière, simple, silencieuse. Madame Bernard était assise au premier rang, déjà drapée de perles et de suffisance. Entourée de femmes qui avaient l'habitude de rire de mes vêtements discrets et de mon titre vide. J'ai senti leur regard me balayer, je n'ai pas scié. Le juge a ordonné le calme dans la salle. Antoine était assis de l'autre côté de l'allée, costume impeccable, barbe rasée de près, flanqué de son avocat et de son publiciste. Il ne m'a pas regardé, je ne m'y attendais pas. Son avocat a commencé par des civilités, il a parlé des contributions d'Antoine à la ville, de son acuité commerciale, de ses efforts philanthropiques. Il y a eu des hochements de tête dans la galerie. J'ai attendu. Puis vint le rebondissement. L'avocat s'est tourné vers moi et a dit que je n'avais fait aucune contribution significative pendant le mariage, que je n'avais aucun revenu indépendant. Que le style de vie que je profitais était entièrement financé par Antoine. Il parlait en chiffres, en feuilles de calcul, en vacances que je n'avais jamais prises, en bijoux que je ne portais jamais. Je suis restée assise, immobile. Finalement, Antoine s'est levé. Il n'était pas censé parler encore, mais il suivait rarement les règles. Vous savez ce que c'est, a-t-il dit. Sa voix détendue et répétée, de vivre avec quelqu'un qui ne demande jamais plus. C'est comme avoir une bête de somme, facile à monter, facile à nourrir, et ils ne s'en vont jamais, juste stable. Prévisible, pas accent grave l'œil, pas exigeant. Il a souri, attendant que la salle rie, et elle l'a fait, une ondulation de rire poli montant en amusement plus fort. Madame Bernard n'a pas ri tout de suite. Elle m'a regardé, puis Antoine, puis s'est finalement laissé sourire, lentement, satisfaite. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai gardé mon visage calme. J'ai croisé mes mains et j'ai baissé les yeux, les laissant croire qu'il m'avait réduite au silence. L'avocat s'en est mêlé. Il m'a qualifiée de dépendante, de peu ambitieuse.
De femme au foyer avec des passe-temps. Il a dit que le contrat de mariage précisait que je n'avais aucun droit sur la succession d'Antoine et que ma tentative de le contester était une perte de temps judiciaire. Il a appelé ma requête un jeu désespéré d'une femme réticente à accepter la fin d'un arrangement généreux. Plus de hochements de tête, plus de murmures. Quelque part dans la salle. Un appareil photo a cliqué. Je me suis demandé à quoi je ressemblais sur la diffusion en direct. Quand le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, je me suis levé lentement. Monsieur le juge, ai-je dit, ma voix ferme, je voudrais présenter des preuves. Antoine a ri, pas fort, mais assez. Son avocat a souri. Madame Bernard a bougé sur son siège. Les bras croisés comme une enseignante attendant de corriger une élève. Malcolm s'est avancé du banc derrière moi. Il tenait une petite clé USB noire dans sa main. L'a tendue au greffier et s'est reculé. Le juge a hoché la tête. Procédé. L'écran de la salle d'audience a vacillé. Je me suis dirigé vers le devant et je me suis tenu à côté de l'affichage. La première image est apparue, une peinture numérique, sombre, mélancolique, électrique. Puis une autre, puis une autre. Visage, elle, chaîne brisée, une femme marchant à travers le feu. Chacune portait une petite signature dans le coin, Astro Wilder. La salle a changé. Je continuais à parler. Ces œuvres, ai-je dit, sont miennes, créées entre 2017 et 2024. Chacune vendue sous pseudonyme vérifié, chaque vente enregistrée et traçable. Chaque paiement légalement transféré sur des comptes qui m'appartiennent sous le nom d'Astrofund. Antoine s'est affalé sur sa chaise, les bras serrés maintenant, sa bouche d'avocat s'est légèrement ouverte. Nous n'étions pas au courant de cela, monsieur le juge. Nous demandons du temps pour examiner. Refusé, a répondu le juge. Ces preuves sont admissibles. Et il semble que vous ayez eu amplement l'occasion de vous renseigner sur l'activité financière de Madame Bernard. J'ai jeté un coup d'œil à Antoine. Il ne souriait plus. Madame Bernard avait l'air figée. Je suis retourné à ma place, mes jambes étaient stables, ma respiration régulière. Ce n'était que le début. La diapositive suivante est apparue à l'écran. Et avec elle, ma voix est devenue plus forte. Voici une liste des ventes conclues sous le nom d'Astro Wilder. Ai-je dit en faisant allusion aux chiffres qui brillaient maintenant en contraste net au-dessus de la salle d'audience. Chaque transaction est vérifiable par l'historique de la blockchain. Chaque achat lié à mon travail, et chaque euro gagné transféré sur des comptes légaux sous mon nom, pas celui d'Antoine, pas celui de Bernard et associés. Le mien. Les chiffres étaient stupéfiants. 275 pièces vendues en 6 ans, plusieurs œuvres atteignant des enchères à 6 chiffres, une vente récente à 640 000 € à un collectionneur privé à Tokyo. La salle était tombée dans un profond silence. Même le huissier avait arrêté de bouger. J'ai cliqué à nouveau, ai-je poursuivi, voici mes contrats, accords de licence avec des labels de musique à Paris. Partenariat de conception visuelle avec des agences de publicité mondiales. Celui-ci, ai-je fait un geste, est une collection exclusive de NFT commandée par une maison de mode parisienne l'année dernière. Elle s'est vendue en moins de 48 heures. Puis est venue la diapositive Forbes. Une citation d'un récent article intitulé « Les femmes cachées de l'art numérique ». L'écrivain ne savait pas qui j'étais. Mais il appelait Astro Wilder l'une des voix visuelles les plus importantes de la décennie. La citation est restée là, dans l'air, son art et la rage enveloppés d'élégance. Une rébellion déguisée en beauté. Quelqu'un dans la galerie a poussé un petit soupir. Je ne me suis pas tourné pour voir qui. Je suis Astro Wilder, ai-je dit clairement. J'ai créé chaque pièce, chaque ligne, chaque lumière, chaque fragment de feu. Pendant que Antoine me traitait avec mépris. Pendant que Madame Bernard me disait de me concentrer sur les arrangements floraux, je construisais une vie qui n'avait pas besoin de leur permission. Madame Bernard avait pâli. Ses doigts serraient son sac comme s'il pouvait l'ancrer à quelque chose de réel. Ce n'est pas possible, a marmonné Antoine, mais je n'avais pas fini. Je me suis retourné vers le banc et j'ai avancé à nouveau. Voici les portefeuilles cryptés enregistrés liés à Astro Wilder. Ici, j'ai montré les identifiants uniques. Et voici l'enregistrement légal d'Astrofund, l'entité qui détient et gère tous les revenus associés. Je suis l'unique propriétaire, l'unique directrice et l'unique bénéficiaire. Je n'ai pas demandé cette audience pour mendier des miettes, ai-je dit calmement,
je ne suis pas ici pour discuter des allocations. Je suis ici pour déclarer officiellement que je n'ai jamais eu besoin de ce que Antoine a construit. J'ai construit quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de mien. Le juge a ajusté ses lunettes, il a regardé le rapport imprimé que son greffier lui avait tendu. L'argumentation présentée est-elle en ordre? Oui, monsieur le juge, a répondu Malcolm. Toutes authentifiées et horodatées. Des copies supplémentaires ont été soumises au tribunal et à la partie adverse. Antoine s'est retourné sur sa chaise, les bras croisés maintenant. Sa mâchoire serrée, ses yeux illisibles. J'aurais pu m'arrêter là. J'avais prouvé mon indépendance financière, j'avais démantelé le récit de la femme dépendante. Mais je n'avais pas fini. Monsieur le juge, ai-je dit, ma voix plus basse maintenant, mais toujours claire, il y a une deuxième composante que j'aimerais présenter. Le juge a légèrement incliné la tête. Continuez. Madame Bernard. J'ai hoché la tête et je me suis retourné vers l'écran. Un nouveau fichier s'est ouvert. Ceci est une copie d'une transaction immobilière datée de mai 2023, ai-je dit. Elle montre l'achat d'une propriété située au 123 rue de la Paix, une maison de 5 chambres et 4 salles de bain achetée pour 4,7 millions d'euros. Les fonds ont été transférés directement d'Astrofund. Le titre est à mon nom exclusivement. C'est la résidence dans laquelle Antoine et moi vivons actuellement. J'ai marqué une pause. Laissant cela s'installer. Quand il m'appelait une bête de somme, il disait que j'étais facile à nourrir, facile à loger. Mais je possède la maison. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Le juge a levé la main pour demander le silence, mais même lui avait l'air secoué. La bouche d'Antoine s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Son avocat s'est penché pour lui murmurer quelque chose rapidement, mais il a juste continué à fixer le sol. Je suis retourné au centre de la pièce. Cette maison. Celle que Antoine appelait la sienne dans les interviews, celle où Madame Bernard organisait des fêtes et me disait de ne pas déplacer les coussins sans mon approbation, n'a jamais été la sienne. Elle n'a jamais été la leur. C'était la mienne. J'ai acheté en totalité en utilisant des fonds que j'ai gagnés seul tout en étant qualifié de fardeau, de dépendante, de bête de somme. L'ironie est presque poétique. Il n'y avait pas de rire cette fois. Le juge a demandé calmement, Monsieur Bernard. Avez-vous une documentation montrant une contribution financière à l'achat du 123 rue de la Paix? La voix d'Antoine était calme, brute. Non, monsieur le juge. Le juge a hoché la tête. Alors le dossier indiquera que la propriété reste l'actif exclusif et séparé de Madame Bernard, non soumis à division en vertu des termes du contrat de mariage. Madame Bernard a poussé un faible son involontaire, un cri étouffé comme quelqu'un essayant d'avaler un cri. Je me suis tourné pour la regarder. Son visage avait perdu sa couleur. Les perles autour de son cou semblaient maintenant lourdes, comme un collier. Elle a secoué la tête. Cette maison est à nous, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit les mots que j'avais attendus 10 ans pour dire, la maison où vous avez reçu et jugé, me méprisant. Était achetée par la femme que vous n'avez jamais vue, celle à qui vous avez ri, celle que vous pensiez chanceuse d'être là. Madame Bernard s'est levée à moitié comme pour protester. Mais ensuite s'est lentement affaissée sur son siège. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui ne l'aggraverait pas. Le juge s'est raclé la gorge. Nous allons inscrire cela au registre foncier officiel et continuer. Avez-vous des objections supplémentaires de la part de la défense? L'avocat d'Antoine s'est levé. A jeté un coup d'œil à Antoine, puis s'est assis sans rien dire. Je suis retourné à ma place, mes jambes étaient stables, ma respiration régulière. La chaise d'Antoine est restée vide. Son écho flottait encore dans l'air comme la fumée après qu'une allumette soit allumée. J'ai jeté un coup d'œil au petit carnet que j'avais emporté dans mon sac à main. Je l'avais rempli lentement. Silencieusement, méthodiquement, notes, transfert, nom, date. J'avais tout enregistré depuis le début, et maintenant le dossier était public. Une semaine plus tard. Je me suis retrouvé à nouveau devant le palais de justice, cette fois sans les caméras qui me flashent au visage. Les médias étaient passés à d'autres scandales, d'autres drames. Mais à l'intérieur. À huis clos, la décision finale a été rendue. La voix du juge était ferme alors qu'il lisait depuis le banc, après avoir examiné toutes les preuves présentées, a-t-il dit.
Ce tribunal constate que Madame Élise Bernard est la propriétaire légale exclusive de la résidence située au 123 rue de la Paix. Achetée avec des revenus gagnés indépendamment et protégée en vertu des termes de l'accord prénuptial. Il a marqué une pause, seulement brièvement, avant de continuer, de plus. Le tribunal reconnaît la pleine applicabilité du dit accord prénuptial, qui stipule clairement que les biens acquis individuellement par l'une ou l'autre partie ne sont pas sujets à division. Par conséquent, Madame Bernard conserve la pleine propriété de tous les revenus, comptes, investissements et propriétés intellectuelles dérivées de son travail en tant qu'Astro-Wilder. Y compris tous les actifs détenus dans Astrofund. Je n'ai pas bougé, j'ai juste écouté. Le juge a continué, décrivant les conséquences civiles. Premièrement, Antoine ne réclamerait aucune part de mes actifs. Il avait demandé une participation partielle aux œuvres d'art et aux comptes d'investissement d'Astrofund. Citant le soutien conjugal et le partenariat implicite. Tout cela a été rejeté. Puis sont venues les conséquences pénales. À la lumière des documents financiers présentés et en coordination avec le bureau du procureur de la République, ce tribunal recommandera la poursuite pénale pour la conduite financière de M. Bernard. Les accusations peuvent inclure l'évasion fiscale, la fraude par fil, la fausse déclaration d'entreprise et le blanchiment d'argent. J'ai jeté un coup d'œil à travers l'allée. Antoine était assis. Les mains serrées sous la table. Il semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Le juge n'avait pas fini. De plus, sur la base de documents montrant des revenus non déclarés et des paiements non documentés par le biais de filiales de l'entreprise, le tribunal recommande que Madame Judith Bernard fasse l'objet d'une enquête pour non-déclaration de prestations imposables. Le ministère des Finances sera informé concernant des cadeaux et des transferts financiers non divulgués totalisant plus de 900 000 € entre 2020 et 2023. Madame Bernard n'a pas parlé. Ses lèvres étaient serrées en une ligne fine, ses perles semblaient lourdes maintenant, la traînant vers le bas de son décolleté comme des chaînes. Et finalement, le juge s'est tourné vers moi. À compter d'aujourd'hui, ce tribunal confirme la légitimité de l'acquisition par Madame Bernard du contrôle de Bernard et Associés. Sa position d'actionnaire majoritaire et de partenaire dirigeante légale doit être reconnue et enregistrée. Tous les documents pertinents ont été examinés et authentifiés. Malcolm a posé sa main doucement sur le dossier de ma chaise, un signal silencieux. C'était fait. Alors que la décision se terminait, un huissier est entré dans la salle d'audience. Il s'est approché d'Antoine calmement, s'est penché et a murmuré quelque chose. Le visage d'Antoine est devenu livide. Il s'est levé lentement, mais il ne s'est pas battu cette fois. Au moment où le juge a frappé le marteau, l'huissier l'a arrêté. Les menottes ont cliqué autour de ses poignets, et pour la première fois. L'homme qui dominait autrefois les conseils d'administration et dénigrait mes rêves a été conduit tranquillement par la porte latérale. La salle d'audience n'a pas applaudi, elle n'a pas halté. Elle était juste immobile. Je me suis levé et j'ai ramassé mes affaires. Pas d'entourage, pas de gros titres, juste moi. Dehors, le ciel avait changé. Cette douce lumière grise de Paris s'étendait sur le trottoir comme un souffle calme. Une journaliste se tenait de l'autre côté de la rue, tenant un microphone, mais sans s'approcher. Son caméraman filmait juste tranquillement alors que je marchais vers la berline noire qui attendait à la courbe. Plus tard dans la journée, les gros titres ont commencé à se répandre dans le cycle des nouvelles. La bête de Somme possède l'Empire. Je l'ai vu sur tous les écrans, talk-shows, blogs, même journaux financiers. L'expression est restée, elle était partout. À la tombée de la nuit, Madame Bernard a publié une déclaration par l'intermédiaire d'un attaché de presse. Cet après-midi-là, elle a affirmé n'avoir aucune connaissance des méfaits de son fils, elle m'a qualifié de son ancienne belle-fille avec qui elle avait des contacts limités. C'était court, froid, presque clinique. Dans les 72 heures, le ministère des Finances avait déjà ouvert un audit à son encontre. Elle a arrêté d'apparaître en public. Antoine a été de nid-de-bail. Je n'ai pas célébré. Il n'y avait rien de joyeux dans ce qui s'est passé, rien de propre ou de triomphant. C'était la justice. C'est ce qui arrive quand on passe des années à documenter chaque instant où quelqu'un essaie de vous effacer et que vous refusez d'être effacé. La semaine suivante, j'ai franchi la porte de l'immeuble de bureau que je possédais maintenant. 60% de l'inscription dorée sur le mur indiquait toujours Bernard et Associés, mais cela allait bientôt changer. Le personnel était silencieux alors que je traversais les couloirs. Certains hochaient la tête,
certains détournaient le regard. D'autres me regardaient comme s'ils voyaient quelque chose qu'ils n'avaient pas vu auparavant, pas une épouse, pas une femme derrière un homme. Mais l'architecte de tout ce qu'ils n'avaient pas vu venir. Je me suis tenu dans la salle de conférence où Antoine tenait autrefois le pouvoir. J'ai posé mon carnet sur la table et je l'ai ouvert à la première page. L'encre avait pâli des premières entrées, mais je pouvais encore lire l'écriture. 10 janvier 2014. Contrat de mariage. Addendum soumis par maître Malcolm Dubois. Pas d'objection. Tout était là, chaque note, chaque reçu, chaque mensonge que j'avais transformé en levier. Ce jour-là, je ne me sentais plus comme la bête de Somme. Je me sentais comme celle qui tenait les rênes. Le nom de Madame Bernard a disparu de la liste des dames du club Cascade exactement 6 jours après le jugement final. Pas d'annonce officielle. Juste un retrait silencieux du site web et l'annulation de son déjeuner prévu à Neuilly. La chaise qu'elle occupait à chaque table est restée vide pendant 3 événements de suite. Jusqu'à ce qu'enfin elle soit occupée par quelqu'un de plus jeune, quelqu'un sans scandale collant à ses talons. Ses comptes bancaires ont été gelés cette semaine-là, pas tous. Juste ce qui comptait, le compte personnel qu'elle utilisait pour les virements mensuels de la filiale marketing de Bernard et Associés. Le trust fund qu'Antoine avait secrètement transféré à son nom, le compte offshore lié à une société de conseil qui n'avait jamais tenu de réunion. Tout signalé, tout gelé. Elle a essayé de jouer la victime, a publié une déclaration par l'intermédiaire d'une société de relations publiques de crise à Lyon. Elle s'est décrite comme ignorant, trompée. Dévastée émotionnellement. Elle portait du noir sur les photos mises en scène, écrivait sur la trahison dans un éditorial soumis aux Parisiens. Il a été rejeté. 2 semaines plus tard. L'un des mêmes magazines qu'il avait autrefois présenté comme la matriarche d'argent de Paris a publié une enquête en 3 pages sur son rôle dans la facilitation des transferts hors comptabilité d'Antoine. Ils ont même publié des emails, des menaces à peine voilées au personnel de comptabilité, des mémos antidatés pour justifier les dépenses, des notes sur le fait de garder Élise dans l'ignorance. Son portrait sur la couverture était flou, dépouillé d'élégance. Le titre était simplement « L'Empire derrière le rideau ». Je n'ai pas lu l'article entier, je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'il disait. Sienna, en revanche, n'a pas prononcé un mot publiquement. Le tribunal l'a condamnée à 18 mois de résidence surveillée, suivi de 3 ans de probation. Son amende s'élevait à un peu plus de 2,1 millions d'euros. Elle a plaidé pour éviter la prison. Je n'avais aucun intérêt à la voir emprisonnée. Elle n'était qu'une pièce de la machine qu'Antoine avait construite, une pièce consentante, mais pas l'architecte. Son appartement était maintenant listé pour vente. Son nom effacé du site web de la société. Elle ne travaillerait plus jamais en finance, c'était certain. Pendant qu'il se démêlait. J'ai ouvert les portes de quelque chose que j'avais presque oublié, mon studio. Il était resté intact pendant des mois pendant que l'affaire progressait devant les tribunaux. Maintenant. C'était comme entrer dans une chapelle. La lumière se déversait par les hautes fenêtres de la butte Montmartre, l'odeur de vieux bois. D'encre et de quelque chose de chaud me revenait au moment où j'y suis entré. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai commencé. Je n'ai pas essayé de le rendre parfait. J'ai juste laissé le pinceau bouger. Mes mains savaient quoi faire, même si mon cœur portait encore de la fumée. La première peinture que j'ai terminée dans cet espace s'appelait « Retour ». La seconde s'appelait « Déchaîné ». À l'automne, l'exposition était prête. Ascension a ouvert ses portes dans une galerie d'entrepôt reconvertie au centre-ville de Paris qui avait rejeté mon portfolio 3 fois dans les premières années. Maintenant. Il suppliait d'accueillir la première exposition personnelle d'Astro Wilder. Le soir de l'ouverture était plein. Presse, collectionneurs, anciens sceptiques, femmes en long manteau noir. Jeunes artistes avec des cahiers rouges, certains que je reconnaissais des fêtes où ils ne m'avaient jamais reconnu auparavant. D'autres semblaient intimidés et incertains de savoir s'il fallait parler. La pièce maîtresse était accrochée sur le mur du fond, éclairée par le haut. Elle était immense, plus de 6 pieds de haut. Un seul cheval, son pelage de flamme en or et cuivre, déchirant un licol brisé, ses yeux brûlaient droit devant, sans ciller, sa bouche ouverte, non pas de peur mais de défi. Le titre gravé en bas à droite indiquait Ascension. Un journaliste du Parisien s'est approché de moi près de la table des vins. Elle était jeune, vive. Tenant un enregistreur et une liste de questions imprimées. Votre histoire a fait sensation,
a-t-elle dit, le procès, les gros titres, les œuvres d'art. Tout le monde en parle, de vous. Je n'ai qu'une seule question qui n'a pas encore reçu de réponse. J'ai attendu. Est-ce que vous les détestez? J'ai regardé au-delà d'elle, au-delà de la foule. Vers le mur où le cheval brûlait librement. Non, ai-je dit, je ne les déteste pas. Elle a cligné des yeux, surprise. Les mots n'étaient pas forts, mais ils étaient définitifs. La haine demande de l'énergie. J'avais porté tout cela trop longtemps. Ils ont essayé de me piéger dans leur version de qui je devais être, épouse, hôtesse, aide, bête de somme. Mais maintenant, c'était eux qui regardaient de l'extérieur. J'ai entendu dire que Madame Bernard s'était retirée dans sa seconde maison dans la vallée de la Loire, plus petite, plus ancienne. Loin du regard dont elle avait l'habitude de se vanter. Plus de galas, plus de conseils. Juste une femme dont le nom portait autrefois du poids et qui maintenant ne faisait qu'y faire écho avec le scandale. La chaise qu'elle occupait à chaque table était maintenant vide. Et personne ne demandait quand elle reviendrait. L'air du matin était vif et calme alors que je sortais sur le balcon. D'ici, je pouvais voir la courbe de la Seine, les grues près du port. Les reflets en verre du centre-ville de Paris. C'était différent dans la lumière du petit matin, dépouillé de bruit et de prétention. Il respirait plus lentement, moi aussi. Cela faisait 1 an. 1 an depuis le jugement, depuis la disparition des caméras, depuis qu'Antoine avait été escorté hors de cette salle d'audience menottée, et la dernière signature a été passée. Confirmant mon contrôle légal sur Bernard et associés. Astrophone avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé quand j'ai esquissé sa structure au dos de ce carnet noir. Nous avions financé 67 artistes, ouvert 2 programmes de résidence et lancé une initiative nationale de subvention pour les femmes reconstruisant leur vie après la violence financière. Chaque semaine, je lisais des histoires de femmes à qui on avait dit qu'elles étaient un fardeau. Qui étaient obligées de rendre compte de chaque euro dépensé pendant que leur mari déplaçait de l'argent derrière des sociétés écrans et des sourires charmants. Elles envoyaient des cartes de remerciement, elles envoyaient des peintures, elles envoyaient de l'espoir. La condamnation d'Antoine est arrivée à la fin du printemps. 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. La salle d'audience était à moitié vide ce jour-là. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Son avocat a lu une déclaration préparée. Le juge n'y a pas répondu, personne n'a applaudi. Ce n'était pas une victoire à célébrer, c'était une conséquence qui est finalement arrivée. Madame Bernard a déménagé peu après. Son inculpation a été abandonnée en échange de sa pleine coopération et du paiement des arriérés d'impôts. Elle a vendu le condo sur le boulevard Saint-Germain. Celui qu'elle me disait autrefois être pour recevoir des dignitaires. Elle a acheté une maison dans une petite ville de Provence. Assez loin de tout ce qu'elle connaissait pour que personne ne pose de questions. Son nom n'était pas apparu dans un titre depuis des mois, le mien l'avait fait. Il y a quelques semaines. Je me tenais sur une scène à Paris, acceptant un prix de l'Académie des Beaux-Arts. Ils m'ont appelé pionnière, une force. Ils ont listé des réalisations. Des subventions et des œuvres détenues dans des collections sur 3 continents. Je me tenais juste là, dans un costume noir, les cheveux tirés en arrière. Les doigts encore tachés d'encre par une peinture que j'avais terminée ce matin-là. Plus tard, dans la salle verte silencieuse. Une journaliste s'est assise en face de moi avec un microphone à main et un rire nerveux. Elle était jeune, vive, feuilletant ses notes. On vous a appelé beaucoup de choses, a-t-elle dit. Une artiste, une femme d'affaires, un symbole de quelque chose de plus grand. Y a-t-il un titre qui signifie le plus pour vous? J'ai regardé mes mains, puis par la fenêtre derrière elle. Il y a eu un moment de silence, le genre qui demande à être rempli. L'homme qui m'appelait autrefois une bête de somme, ai-je dit doucement, je possède maintenant son écurie. Elle a cligné des yeux, puis a souri, puis a appuyé sur enregistrer sur l'enregistreur. La citation est devenue virale en quelques heures. Je n'ai rien publié à ce sujet, je n'en avais pas besoin. Cet après-midi-là, je suis retourné au studio, j'ai enfilé un vieux jean, j'ai retroussé mes manches et je me suis remise au travail. La toile devant moi était à moitié finie. Un mélange de lumière d'orage et de ciel. Une seule silhouette se tenait sur le bord, ne tenant rien d'autre que des rênes dans sa main, regardant droit devant. Le reste viendrait. On m'a demandé si je me sentais en colère, amère, vindicative. La vérité est que je ne porte plus ces poids.
Je les ai posés le jour où je suis entré dans cette salle d'audience et où j'ai parlé d'une voix qu'ils ne s'attendaient jamais à entendre. Je n'ai pas construit une vie pour détruire celle de quelqu'un d'autre. J'en ai construit une parce que j'avais besoin de me souvenir qui j'étais, et qui j'avais toujours été, pas un fardeau. Pas une responsabilité, pas un arrière-plan, mais le personnage principal de ma propre histoire. Parfois, il faut être sous-estimé pour se souvenir de sa force. Parfois. L'insulte qu'il vous lance devient le feu qui forge quelque chose d'intouchable. Si vous avez déjà été qualifié de petite, silencieuse, oubliable, paresseuse, difficile, un problème, un substitut. Une bête de somme, rappelez-vous ceci, vous n'êtes aucune de ces choses. Votre potentiel attend d'être libéré. Et parfois, la meilleure sorte de vengeance est simplement de devenir tout ce qu'il disait que vous ne pourriez jamais être. Avez-vous déjà été sous-estimé? Laissez un commentaire. Partagez votre histoire et abonnez-vous à cette chaîne pour plus de voix comme la mienne. Vous ne savez jamais quand les rênes de quelqu'un vont être rendues.